Hallo, grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Carnaval vom Elverfest, Folge 2. Et je continue en français, hein, c'est mieux. Je parle pas suisse-allemand. Ouais. Pour pas perdre nos auditeurs, c'est mieux, je pense. Hein. Mais comme ça, il y a une continuité de ma blague de l'épisode 1 où j'avais dit que ce serait enregistré en suisse-allemand. Tu peux nous le refaire en français? Ah ouais, on va le faire en français, c'est bien. Hein. Donc salut tout le monde, bienvenue au Carnaval d'Everfest, épisode 2. C'est trop cool, on continue l'enregistrement. Ouais. Merci à tout le monde d'ailleurs qui revient nous écouter et qui nous a laissé des super commentaires sur YouTube et ailleurs, ça nous fait très très plaisir. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait des petits retours gentils et qui nous ont écoutés ou regardés. Et du coup, on va commencer peut-être un petit peu plus gentiment. Comment ça va, vous? Ça fait un mois, là. Alors, moi ça va très bien, j'étais pas mal occupé au boulot, donc j'ai pu un peu moins m'investir dans Flesh and Blood, mais j'ai quand même réussi à faire quelques petits trucs, dont préparer, faire mes devoirs pour l'émission, j'en suis très heureux. Merci de ton dévouement à cette émission, on te remercie chaleureusement. Et toi, Alistair? Moi ça va bien, c'est un peu compliqué le boulot ces temps, on a plein de projets qui prennent beaucoup de temps, mais du coup on continue quand même à animer les jeudis, à faire du talichar à 3h du matin quand on peut, tout ça quoi. Et puis il y a le DLC de Elden Ring qui était annoncé, donc je suis très très heureux. Ouais, le 31 juin, je crois, un truc comme ça. Non, je sais pas. Bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Ça sera pour l'autre podcast qu'on a sur Ouais, c'est ça. Très bien, bah écoute, c'est cool. Et sinon, Fab, un peu, quand même un petit peu. Complètement. Comme d'habitude, je joue des trucs qui ne marchent pas. J'essaye. Donc je suis toujours sur du Viserai barrage à faire mes 40 runchant et tenter de faire un kill en un tour. Ça ne marche toujours pas, mais c'est rigolo. C'est toujours un plaisir de voir mon adversaire se demander ce qui se passe et finalement dire bon, en fait ça marchera pas, puis m'écraser le visage. Mais On me dit dans l'oreillette que Boltin adore ça, mais... j'ai joué contre des Boltins sur Talichar, j'ai un taux de victoire de 0% pour l'instant, c'est dramatique. Tu peux que t'améliorer, c'est déjà pas mal. C'est vrai, il n'y a qu'une marge de progression, c'est bien de l'avoir comme ça. Mais du coup, tu vas jouer ça au RTN? Probablement. Mais divulgue pas les infos, mec. Laisse planer un petit mystère au cas où. En vrai, non, peut-être que je vais venir en Vinset. Parce que il y a aussi des trucs très très forts en Vinset qui se font actuellement. C'est sous-coté. Et j'en parlerai après dans la méta. On se réjouit du coup de la méta et de voir ce que Vincent peut faire, parce que là le mystère il plane vraiment, effectivement. Ouais. Et toi, Daniel? Alors, de mon côté, je suis en pleine crise identitaire par rapport à Flesh and Blood. Je ne trouve absolument aucun héros qui me convient pour l'instant. Donc, je t'ai un peu rejoint. J'ai vraiment fait les fonds de tiroir pour trouver les trucs qui marchaient le moins bien. Et ça, j'arrive très bien à faire. Des decks qui ne marchent pas du tout. J'ai par exemple essayé plein de versions de Betsy. Et pour l'instant, le constat est total. C'est-à-dire, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, je m'investis beaucoup là-dedans. Et pour l'instant, je n'arrive à rien. Est-ce que t'as finalement mis fin à ta relation toxique avec Prism? Je m'inquiétais un peu pour toi. Alors oui, bien sûr, on a fait des parties récentes où j'ai pu affronter des prismes. Et je me suis rendu compte que, bien sûr, quand on est près d'elle, c'est très réconfortant, on se sent bien. Par contre, dès qu'on est en face d'elle, je me rends compte à quel point c'est un venin toxique qu'on se donne. Et comme réputation, donc effectivement, j'apporterai ça dans le blog bientôt, comment j'ai consommé ma rupture toxique avec Prism. À une époque, tu jouais beaucoup Lexi, puis après t'es passé un peu sur Azalea quand même, un certain temps. Est-ce que tu as essayé Riptide, vu que t'aimes bien fouiller les fonds de tiroir et que t'avais une certaine acquaintance avec les rangers? Alors tout à fait, très bien vu. Il se trouve que oui, j'ai joué Riptide, que je trouve extrêmement intéressant, mais malheureusement, ça change beaucoup ces match-ups d'un héros à l'autre. Contre certains héros, tu peux absolument rien faire. Et moi, j'aime bien avoir le côté un peu even dans un héros que je joue, où je sais que j'ai une chance contre n'importe qui. Là, ce qui est intéressant, c'est que la version que je joue détruit complètement certains guerriers. Par contre, contre d'autres classes, je suis sûr que j'ai déjà perdu la game avant d'avoir commencé. Et toi, du coup, notre très cher Fifou, que joues-tu actuellement? Alors, en ce moment, je cherche un nouveau deck pour le RTN du 9 au Xeno, là. Parce que avec Kassai, ça s'est très bien passé. Et j'ai pas trop envie de refaire la même chose. Faut laisser un peu les autres gagner de temps en temps, c'est bien. Alors la preuve que ça s'est très bien passé, tu peux nous parler de la carte qui se trouve devant toi, peut-être? Ouais, alors c'était au RT Nation,
où j'ai joué Kassai, un deck mid, comme ça, qui veut juste faire de la value avec des copper et du gold, pour au bout d'un moment passer par-dessus avec un Blood on our Hands et comme ça. Et puis c'était cool, d'excellents adversaires, des parties toutes très tendues. Merci à Sébastien Spicher qui jouait Kano, qui a éliminé tous mes mauvais match-up et qui a eu le bon goût de perdre en demi-finale. Comme ça, j'ai pas eu besoin d'affronter Kano. Enfin, je rephrase, j'ai pas eu besoin de perdre contre Kano en finale. T'avais aucune chance contre Kano? Ah, en Kassai, t'as aucune chance. D'accord. Et à Berne, on a fait un petit draft pour le RTL, là. Pas beaucoup de monde, malheureusement. Mais très haut niveau, avec des joueurs qui écument les États-Unis, genre mon adversaire de ronde 2 et tout. Julian Félix et tout. Il me fait « Ah, je suis pas là la semaine prochaine. Je vais à un calling. » Du coup, je fais « Ah, tu vas au calling en allant ?» Il fait « Non, non, je vais à Philadelphie. Puis après, je fais un calling ailleurs. Puis après, je vais au Pro Tour à Los Angeles. » Je fais « Ah ouais. Ok, on joue pas dans la même cour. Spoiler, j'ai perdu cette partie. » On s'y attendait pas du tout. Et pourquoi est-ce que tu portes un maillot du Genève Servette? Alors, au-delà du fait que ça fait 25 ans que je suis le GSHC, notons quand même que le GSHC est champion d'Europe depuis 10 jours. Et donc, c'est cool. On les félicite. Voilà. Merci à eux. Merci à toi. Merci à tout le monde. Très bien. Du coup, on va passer aux news, c'est ça? C'est Véniel qui va s'occuper du stand des news cette fois-ci. Exactement, on enchaîne. Alors, par rapport aux news, si on va dans l'ordre, d'abord, il se passe quelques trucs actuellement. On a plein de Road to the National, mais il y a 2 callings importants. Varsovie d'abord, et ensuite Tokyo. On va revenir sur Tokyo parce qu'il y a plein de choses très intéressantes qui se passent avec un tout nouveau mot, Miss Veil, qui évoque beaucoup de choses. Mais parlons d'abord du Pro Tour Los Angeles qui aura lieu dans peu de temps. Je voulais vous poser la question, ça m'a fait penser, Pro Tour Los Angeles et tout. Imaginez vous y aller. Face à quelle célébrité d'Hollywood vous aimeriez jouer? Nicolas Cage. Alors, explique-nous pourquoi. Je sais pas, c'est le premier qui m'est venu. Tu m'as un peu pris au dépourvu là. Écoute, ben ouais, je sais pas. J'aime bien Nicolas Cage, je trouve qu'il a un peu cet humour sarcastique, pince sans rire comme ça tout le temps. Du coup, je pense on se marrerait bien, tu vois. On ira boire une bière et puis voilà. Le résultat de la partie anecdotique, je pense, à ce niveau-là. On s'en fout. Mais je crois que c'est une très bonne idée, Nick Cage. Et il paraît qu'il est extrêmement gentil en plus. Ah! J'avais lu une anecdote d'un type qui avait été bossé sur un tournage où Nick Cage était. Et c'est vraiment quelqu'un de humainement très très chouette, apparemment. Okay. Donc ouais, je copie Nick Cage. Et toi? Moi, ce serait Edward Norton. Parce que dans tous ces films, c'est quelqu'un d'hyper fébrile, qui a l'air complètement dépassé par les événements. Et je me demande si en partie, il serait aussi comme ça, à laisser tomber ses cartes, faire des fautes et tout. Donc ouais, j'aimerais bien voir si dans la réalité, il serait aussi comme ça, surtout dans une partie avec une forme de tension. Je nous vois assez en finale, tu vois. Enfin non, je me vois pas du tout en finale, mais... une partie un peu tendue, quoi. C'est ça. Et puis sinon, oui, alors revenons sur le calling de Tokyo qui annonce quelque chose d'assez incroyable. C'est la sortie des cartes en japonais. Donc Flesh and Blood devient Fureshu Ando Burodo. Alors, c'est apparemment une super nouvelle parce que c'est toi qui m'as dit ce fun fact. Les Japonais seraient extrêmement friands des jeux de cartes à collectionner. Ouais, j'ai pas les chiffres, mais apparemment, dans le business, le Japon est le 2e marché des jeux de cartes derrière les États-Unis. Et il y a, je crois, des centaines de jeux qui sortent chaque année. Ok. Et voilà, là-bas, ils mesurent un peu la réussite d'un jeu s'il tient plus de 2 ans. Ah ouais. J'avais entendu, en effet, qu'il y avait énormément de jeux de cartes qui sortaient. Pour chaque animé, manga, ils peuvent te faire un jeu de cartes. Un jeu de cartes sur Spy Family, par exemple, qui est un truc qui marche extrêmement bien actuellement. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un. Voire même plusieurs jeux de cartes pour le même univers. Alors c'est vrai que le jeu de cartes Spy Family, moi je m'y mets tout de suite dès lors qu'il sort ici. Mais sinon, justement, c'est intéressant quand même d'avoir une nouvelle langue. On se réjouit de voir Go Again de nouveau, comment ça va être traduit en japonais. Est-ce qu'on va avoir une écriture avec des kanji qui représenteront le Go Again, ou bien est-ce que ça sera juste transposé de l'anglais? Vous, quelle carte vous aimeriez avoir en japonais? Moi, j'y réfléchis un peu, parce que là, tu me prends pas au dépourvu. Tu m'as posé la question une fois pendant qu'on préparait, donc c'est mieux. Et moi, j'ai choisi United We Stand. La carte de Steel Dawn, où quand tu défends, avec ça et un autre truc, ça fait un Spectral Shield.
C'est le truc Unity, là. Mais l'illustration dessus, c'est genre les chevaliers du Zodiac qui vont péter la gueule au boss du sanctuaire. Puis il y a tous les héros gentils. Il y a Lexi, il y a Bravo, il y a Braillard. Ils sont tous là, on y va et tout. Et en plus, il y a plein de textes. Du coup, c'est sympa en japonais. Tu tends un pavé de texte en japonais à ton adversaire. S'il connaît pas la carte, je pense que tu gagnes instantanément. Ça fait faire n'importe quoi. Très bon choix. Ouais, la référence au Chevalier du Zodiac, on adore. Moi, ce serait plutôt Blossoming Spellblade. Ouh. Parce que personne ne la connaît en anglais ou en français. C'est très contextuel. Comme United Withstand. Et vraiment, l'illustration est magnifique. Donc, avoir une belle carte en japonais, grand plaisir. Et toi ? Ouais, alors moi, ce serait... J'ai pas réfléchi aussi loin à ma question que vous. Moi, ce serait un héros typiquement japonais, style Katsu en japonais. Ça... Quand tu le poses sur ta table, ça le fait. Donc vraiment, ouais, ce serait ça. Et je trouve d'ailleurs assez intéressant que, il me semble que Mistveil a pas mal reprendre de la culture japonaise. Et je trouve hyper intéressant qu'il le sorte en même temps en japonais, alors que toute l'imagerie est beaucoup liée justement à plein de traditions japonaises. Tu disais, c'est intéressant qu'ils sortent Mistveil en même temps en japonais et que du coup ça mène la traduction en japonais. C'est pas les premiers à faire ça. Games Workshop, quand ils ont commencé à sortir Warhammer en japonais, ils ont sorti en même temps l'armée des Tau, qui est une armée de mecha. Ah, énorme. Et les Tau se vendent apparemment extrêmement bien au Japon, et c'est vraiment l'armée numéro 1 là-bas. D'accord. Donc il y a un historique comme ça, d'amener directement un produit qui les touche en même temps que la traduction. Ouais. Alors, oui, donc on va parler de Mistveil puisqu'on sort de l'arène sanglante de Heavy Eaters pour se rendre dans un endroit qui paraît en tout cas plus pacifique, avec des petits lacs et des belles dunes. Et effectivement, il y a un petit poème qui nous est servi en spoiler un petit peu de l'édition. Donc, il était en version originale et Johan, qui est totalement bilingue, nous a fait une traduction que je vais vous lire. Pendant 1000 ans, nos ancêtres ont emprunté un chemin bien parcouru. Comme le tigre à l'affût de sa proie, ils ont attendu. Comme le serpent qui se cache dans l'eau trouble, ils ont attendu. Comme les faces déclinantes de la lune, ils ont attendu. Jusqu'à aujourd'hui, la vérité se tient au-delà de la brume. Alors, c'est très mystérieux, autant au niveau du contenu quand même de la structure du poème. Et puis, ça annonce beaucoup de choses. C'est quand même pas mal qu'un truc mystérieux se déroule à Mysteria. Hein. Alors, on pense qu'ils ont un petit peu joué effectivement sur ce mot-là. Qu'est-ce que vous pensez que nous réserve cette édition qui est annoncée avec si peu, pour l'instant, d'indices ? Pour moi, c'est évident qu'il y aura de l'illusionniste, parce qu'il y a cette fameuse référence à la carte Ceremonial Procession, je sais plus quoi. Il y a toute l'imagerie de Dynasty avec des illusionnistes qui se passeraient à Mysteria. Ça a l'air de faire un truc tout à fait cohérent. Ensuite, Katsu, ça a l'air de tirer aussi dans cette direction-là. Il y a beaucoup de choses qui semblent indiquer des relations avec les ninjas. Après, j'ai pas plus d'idées s'il y aura peut-être de l'assassin, du Runblade, encore un gardien ou une gardienne en plus, un nouveau héros, une nouvelle classe, un nouvel archétype. J'ai pas beaucoup creusé. J'ai vu que sur Discord, il y a plein de gens qui en parlaient et qu'il y a plein de théories qui émergeaient. J'ai peu suivi parce que le lore n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors, pour le lore, tu peux faire comme moi et aller sous legendarystories.net où il y a tout le lore et le fluff de Wraith. Et c'est là où j'ai été pour faire des petites spéculations sur l'extension. Et donc, effectivement, les cartes que tu mentionnes d'illusionniste, il y a Spectral Procession, Spectral Rider et Waterglow Lanterns. Et ça fait référence apparemment à un rite de passage qui se passe à Mysteria, où quand la brume s'écarte, qui représente la séparation entre le monde, le nôtre et le monde des esprits, les esprits et les humains se mélangent et défilent avec des masques dans la rue. Ce qui est exactement ce qui est sur la carte. Et comme toutes ces cartes sont illusionnistes, je pense que tu as raison, il y aura sans doute un illusionniste. Illusionniste, on est à peu près tous d'accord. Voilà. Ensuite, dans le poème, pour moi, Tiger, c'est Katsu. Parce qu'on a toutes les cartes, Crouching Tiger, tout ça, le thème qui marche pas trop des ninjas, qu'on espère qu'il marchera un jour. Peut-être qu'on aura Benji adulte. Peut-être. Oh, Aira. Aira, le retour de Aira aussi. Le retour de Aira Cancer, j'ai pas trop envie, mais... Benji Chaton me fait vachement plus rêver qu'Aira, très clairement. Après, on peut tout à fait avoir une Aira avec un nouveau texte en adulte. On a vu ça avec Kaio.
C'est vrai. Et pour le troisième héros possible, si on a 3, il y en a peut-être plus, j'en sais rien. Il y a un indice là-dessus. Oui, il y a un indice là-dessus. Tu as dit qu'à un moment, tu as dit le mot serpent, je crois, dans le poème. Tout à fait. Et si tu regardes de nouveau dans le fluff de Mysteria, il y a différents arts, il y a des grands maîtres qui apprennent à leurs disciples, qui c'est un peu de la culture de Mysteria. Et il y a l'art du serpent, qui, je l'ai noté, c'est l'art qui reprend la furtivité et les techniques d'assassination. Ça ressemble pas mal à des assassins, ça. Voilà. Mais après, c'est peut-être juste qu'ils veulent nous induire en erreur, et puis on sait pas. Mais c'est purement de la spéculation, ce que je dis, qu'on soit clair. Oui, alors il y a un petit détail qui donne une super indication sur ce set, c'est que apparemment au Japon, le scellé sera fait avec 8 boosters. Ouais, j'avais vu ça aussi, ouais. Et 8 boosters serait un indice plutôt qu'il y aurait du coup 4 classes représentées, puisque à 3 classes, on joue avec 6 boosters, donc on se dit, s'il y a 2 boosters ajoutés, c'est parce que peut-être on peut avoir un 4e héros à prendre en compte. Ou alors il y a moins de cartes par booster, mais ça j'y crois pas trop. Pour un booster de limité, ça m'étonnerait. Je me fais un peu l'avocat du diable, je suis désolé. Non, tu as tout à fait raison. Il peut y avoir d'autres théories, mais moi, effectivement, le sens dans lequel j'irais, c'est qu'on est face à 4 classes qui seront représentées: illusionniste, assassin, ninja et mage, avec la phase déclinante de la lune qui rappelle Waning Moon, et qui irait totalement, c'est pour ça qu'on a mis Uprising d'ailleurs. On a déjà eu un set qui avait 3 classes représentées: mage, justement, illusionniste et ninja, donc ce serait ça. Et on sait aussi que l'association ninja et assassin a déjà été faite dans Outsiders, merci beaucoup. Et du coup, ça serait un peu un mix des deux, puisqu'on a déjà vu ce genre de choses qui fonctionnaient bien. Donc, mes golds sont mis sur 4 classes, avec justement ninja, assassin, mage et illusionniste, qui iraient tous très bien dans cet environnement. Moi, ça me fait un peu peur. Enfin, pas peur. Je me pose des questions sur l'interaction que tu as contre des cartes qui ont fantasme. Parce que Assassin, Ninja sont pas spécialement reconnus pour avoir des attaques qui sont des poppers. Et Wizard encore moins. Donc je me demande comment est-ce qu'ils vont... Si on a ces classes-là, comment est-ce qu'ils vont réussir à équilibrer tout ça. Après, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils y arrivent. Parce que le passé nous a montré que ça se passait plutôt bien dans les équilibrages des scellés. Sauf Tales of Aria, où il manque un peu d'AB, peut-être, ce genre de choses. Mais généralement, ça se passe plutôt très bien. Uprising, typiquement, est l'exemple que ça s'était bien passé avec un ninja et un mage, par rapport à Faille. Donc on peut s'attendre à des attaques illusionnistes, je pense que tu as raison, qui ne seront pas extrêmement fortes en elles-mêmes. Je pense plutôt qu'elles s'enchaîneront à l'image un petit peu des attaques ninja, avec plutôt du go wide que du go tall. Contre du go tall, effectivement, s'il n'y a pas de popper devant, c'est très difficile de contrer. Si tu vas par là, il faut peut-être regarder les mécaniques de Spectral Procession et Spectral Rider, qui sont des cartes dont, si je me rappelle bien, les effets sont déterminés par le nombre de Spectral Shields que tu as. D'ailleurs, Spectral Shield, Spectre, Esprit... Il y a un truc. Il y a un truc. Il est possible qu'on perde des dragons et les anges sur cette extension-là et qu'on est plus vers un jeu aura. Et du coup, toi qui as l'air d'avoir vachement potassé l'extension, j'ai une autre question pour toi. C'est à mon tour de te prendre un peu au dépourvu. Tu te rappelles que dans Bright Lights, il y avait Smashing Performance qui spoilait bien la Deathmatch Arena. Ah, t'es dur, tu vas me demander du dans coup, c'est quoi la carte Heavy Heavy qui spoil, qui fait le foreshadowing, le teasing de... Facile. C'est Dissolve Reality. Ouais, c'est pas mal, Dissolve Reality. Et vu qu'on a le veil qui se dissout pour laisser passer les esprits. Ah ouais, ça c'est vraiment bien. Très très bien. Mais c'est vrai que Dissolve Reality, tu pourrais le mettre dans n'importe quel set. C'est une espèce de ciel pourpre et jaune, je crois. Donc on pourrait voir ça partout. Toi, tu as une idée d'une carte qui représenterait vraiment l'environnement de Mistveil? Ripple Away fait très le tigre qui attend près du dojo dans le brouillard. Oui, tu as raison. Et du coup, merci, ça me fait penser à la carte ninja qui me donne plus un... Ancestral Harmony. Ancestral Harmony. Avec les petits renards qui jouent devant la porte Tori. Ah, les renards, on les adore. Qui fait effectivement peut-être un environnement Mistveil, même si c'est très ninja de manière générale. Très bien, et ça sort quand tout ça?
C'est une excellente question. Alors, le calling de Tokyo a lieu du 17 au 19 mai, où il y aura beaucoup de révélations. Et Part de Miss Veil sort le 31 mai. Et du coup, on n'a que quelques mois à attendre avant une nouvelle édition. Donc, on peut bien consommer du Heavy Hitters et profiter de se mettre des grosses patates, parce que je pense que ça sera un style totalement différent dans la prochaine édition. Parce que du coup, le calling sert de world premiere, c'est ça? Exactement. Ok, c'est pour ça qu'il est avant. Je ne comprenais pas comment ils vont faire le calling. C'est pas très intéressant du coup. Alors le calling, ce sera hyper intéressant puisque plein de cartes seront spoilées à ce moment-là et les yeux seront tournés sur le Japon et plus particulièrement Tokyo. Donc J'espère que vous y allez, que vous avez tous pris votre billet d'avion. Bah écoute, ça dépend combien j'arrive à vendre ma Goldfoil. Ma Goldfoil, peut-être que ça paiera un voyage au calling Tokyo. J'espère pour toi. alors le calling Tokyo me fait pas mal rêver, mais je pense que ça sera pas possible du fait de la période où ça tombe. T'arrives pas à poser de congé à ce moment-là, c'est le rush, malheureusement. Pas autant et pas autant que j'aimerais pour pouvoir vraiment profiter au maximum de l'expérience. Arriver avec un monstrueux décalage horaire, me traîner jusqu'à la salle et tomber en bavant devant mes adversaires, je trouve ça pas extrêmement intéressant. Tout ça pour reprendre l'avion 2 jours plus tard pour repartir. Exactement. Et arriver ici complètement dépressif d'avoir quitté Tokyo, qui est une ville que j'adore, je pense pas.